seul sujet ce jour, mesdames et messieurs, c'est la visite du Premier ministre français Manuel Valls au pays des hommes intègres. Alors nous parlerons des enjeux de cette visite, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et des relations France-Afrique. Aujourd'hui, ce sera donc avec notre éditorialiste Ismaël Ouidrago qui est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors, la France est très impliquée, nous le savons, dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. À quoi devrons-nous nous attendre avec cette visite? Visite de solidarité, visite de soutien aux populations burkinabées qui ont été éprouvées par les attentats du 15 janvier 2016. Il faut savoir tout simplement que Manuel Valls, c'est peut-être, on dira, c'est le bon maintenant, le bon jeu, parce que pendant longtemps, à 3 reprises, son arrivée a été annoncée à Ouagadougou, reportée, annulée, différée parce que les informations contradictoires ont été entendues. Je pense que Manuel Valls vient aussi pour corriger un certain nombre d'imperfections dans la communication entre les autorités françaises et celles burkinabées. On se rappelle que 4 jours après les attentats de Ouagadougou, il avait déclaré devant l'Assemblée nationale française que il y avait 6 assaillants qui avaient attaqué l'hôtel Splendide, les hôtels Splendide de Yibi et puis Cappuccino et puis Taxi Brousse. On s'est rendu compte que c'était une information à la dernière minute qui était erronée parce qu'il n'y avait que 3 djihadistes qui ont été neutralisés par les forces de sécurité burkinabées. Au-delà de Manuel Valls, il y a le fait que le ministre de la Communication du Burkina Faso, Rémi Danginou, avait en son temps dit que Manuel Valls arrivait. L'ambassadeur de France au Burkina Faso avait fait un tweet pour dire correctif, pour annoncer qu'il n'allait pas venir à la date qui avait été prononcée par les autorités burkinabées. Ensuite, qu'est-ce qui s'est encore passé concernant Manuel Valls? Il a fait un tweet au lendemain des attentats où il disait que notre nation est en peine, soutien aux familles des victimes françaises de Ouagadougou. Systématiquement, ça a irrité plus d'une personne parce que sur les 30 personnes qui ont trouvé la mort dans les attentats de Ouagadougou, il n'y avait que 3 Français. Ça veut dire qu'au-delà de tout, il n'avait pas une pensée pieuse pour tout le monde. Il a d'abord pensé aux victimes françaises avant de penser aux autres. De par la position préférentielle qu'occupe la France aujourd'hui, il y a lieu qu'il vienne corriger toutes ces imperfections pour que on puisse repartir sur de nouvelles bases. C'est vrai que l'arrivée d'Emmanuel Valls est diversement commentée à tous les niveaux parce qu'il était à Bamako et c'est de Bamako qu'il arrive dans la capitale burkinabé pour un séjour à la limite qui ne va même pas dépasser 4 heures. Bon, c'est peut-être salutaire dans la mesure où pendant longtemps, depuis le pouvoir de Jacques Chirac, on n'a pas vu un haut responsable français de ce niveau-là fouler le sol burkinabé. On se rappelle également que en son temps, Alain Juppé, qui était le ministre français des Affaires étrangères, avait clairement dit que Bassolé avait eu une discussion quand Bassolé était également le chef de la diplomatie. Les deux avaient discuté et tout portait à croire que Blaise Compaoré n'allait pas rébelloter. Après la chute de Nicolas Sarkozy en son temps, l'arrivée de François Hollande, bon, on est rentré dans une logique de tentative de coup d'État constitutionnel avec la perspective de modification de la Constitution. Depuis lors, on n'avait pas vu un responsable français de cette hauteur, de ce niveau-là, donc fouler le sol burkinabé. Alors, Manuel Valls arrive dans un contexte sécuritaire assez compliqué parce que vous savez que la France a un contingent assez important au niveau du Mali, avec l'opération Barkhane. Ensuite, vous avez également un détachement militaire français qui se trouve actuellement dans la capitale burkinabé. Des Français qui, du reste, ont apporté leur expertise pour faire échec aux terroristes à Ouagadougou le 15 janvier 2016. C'est donc dire que dans l'ensemble, c'est une visite salutaire, parce qu'on a également parlé des questions économiques, parce qu'on va signer un accord important avec l'Agence française de développement aujourd'hui. Alors, vous avez abordé ma deuxième question. De Serval, nous sommes passés donc à Barkhane pour parler de cette lutte contre le terrorisme. On est tenté de se demander aujourd'hui ce que la France nous prépare. La France, ce qu'elle nous prépare, vous savez, c'est un sujet assez délicat. La France a un carré, puisque vous savez que la colonisation, on a du mal à s'en défaire pendant longtemps. Vous avez des zones qui ont été colonisées par la France, vous avez également d'autres zones qui ont été colonisées par les Britanniques, vous avez également des zones qui ont été colonisées par les Espagnols, les Italiens, bref, chacun a son carré sur le continent africain. La France essaie de préserver ce qui lui appartient selon donc les autorités françaises, ce qui leur revient de droit, c'est naturellement ces zones franco-françaises. Maintenant, la France a l'obligation morale de venir en aide à ces populations, mais au-delà de tout, nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à tendre la main aux autorités françaises quand on est dans le besoin. Il faut que nous, à notre niveau, nous puissions avoir les moyens nécessaires de faire face aux attaques terroristes. Il faut que nous, on arrive à avoir des formations requises pour nos forces de défense et de sécurité. C'est vrai qu'on a une coopération militaire avec la France qui est accentuée. Cette coopération peut aller de l'avant
être renforcées avec les autorités françaises pour qu'elles contribuent à leur manière à former nos éléments sur le terrain, pour que nos éléments soient plus efficaces pour faire face à d'éventuelles attaques dont on est victime. Alors la France qu'on connaît toujours présente dans les prises de décision de nos dirigeants africains, des dirigeants africains qui affirment qu'ils sont indépendants et qui prônent le changement, d'où la démocratie. Peut-on dire que les relations France-Afrique aujourd'hui sont au beau fixe? Ben, les relations France-Afrique, vous savez que du côté des diplomates français, on n'aime pas du tout entendre parler de relations France-Afrique pendant longtemps parce qu'on a vu que ces relations France-Afrique ont été émaillées de beaucoup d'incidents. Soit c'est la France qui a eu à mettre des dirigeants en place comme ses valets locaux. On se rappelle encore de Sékou Touré quand il disait qu'il préfère la liberté à cette manipulation et tout ce qu'on veut. Ça avait créé une véritable polémique en son temps. Et puis ensuite, vous vous rappelez du dossier Thomas Sankara où jusqu'à présent on demande par exemple aux autorités françaises de déclasser tous les éléments d'information qui pourraient être qualifiés de secret défense. Et quand on va plus loin, on a vu également que la France pendant longtemps jouait peut-être pas forcément le bon rôle, parce que beaucoup ont trouvé que la France avait ses dirigeants sur le continent. On a même cité entre autres Félix Houphouët-Boigny pour le cas de la Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré pour le cas du Burkina Faso. Aujourd'hui, la France doit comprendre un fait. Pendant longtemps, on a des dirigeants qui ont servi les autorités françaises, qui ont d'une manière ou d'une autre éventuellement contribuer à les maintenir au pouvoir, mais ce n'est plus possible dans ce nouveau contexte africain parce que les peuples africains ont pris conscience du fait qu'il leur revient de droit d'élire un président démocratiquement comme ce fut le cas au Burkina Faso, parce que moi je me rappelle encore tout récemment en juillet 2014 quand l'ambassadeur des États-Unis Tulinabo Mushingi disait le 4 juillet à l'ambassade des États-Unis ici à Ouagadougou, tout simplement que depuis tout ce qu'on dit, malgré toutes les déclarations fortes qui sont faites, malgré tous les débats intéressants qui sont avancés, les Burkinabés n'avaient jamais connu d'expérience démocratique parce qu'il n'y avait pas eu de changement démocratique au sommet de l'État. Au même moment, le 14 juillet, qui est la fête nationale française, on était au niveau donc de la résidence française de Ouagadougou où l'ambassadeur avait fait un discours qui peut-être n'était pas forcément dans la même dynamique que l'ambassadeur américain où lui il disait qu'il ne fallait pas franchir la ligne rouge. Et quand on lui demande la ligne rouge c'est quoi, ben, on dit simplement c'est la ligne rouge. Bon, on est resté dans ce langage diplomatique à ne rien comprendre. Conséquence, on a eu deux poids deux mesures, mais vous avez vu qu'à la dernière minute la France s'est rattrapée. Ça aussi il faut le saluer parce qu'il a fallu que les Français interviennent pour extirper le président Michel Kafando des mains des putschistes, on se rappelle bien, et il a trouvé refuge chez l'ambassadeur de France pour être plus en sécurité. Après, bon, il y a eu un discours qui a été prononcé. Donc, bon an, mal an, on a des bonnes relations avec la France, des relations qui sont appelées à être consacrées davantage dans les questions sécuritaires, les questions de développement, mais on n'est pas non plus trop dépendant parce que le Burkina ne saurait indéfiniment continuer à vivre sous perfusion de la France. On espère donc. Alors, Monsieur Ouedraogo, notre sujet, c'est la question des mandats d'arrêt internationaux lancés donc à l'encontre de Guillaume Soro et de Blaise Compaoré. Pensez-vous que ce sujet-là sera au menu des échanges entre Manuel Valls et notre président, même si on n'en parle pas? Ben écoutez, diplomatiquement parlant, toutes les questions peuvent être abordées, mais je pense que la visite d'Emmanuel Valls s'inscrit résolument dans deux objectifs majeurs. Le premier, c'est de venir soutenir les populations burkinabées parce qu'il est parti du Mali pour arriver au Burkina pour dire nous sommes solidaires avec vous, vous avez été beaucoup touchés par les attentats. Le Burkina est un pays qui est exposé au même titre que la France parce que Paris aussi a été frappé, il ne faut jamais l'oublier. C'est vrai que souvent quand je vois qu'on caricature au niveau des autorités françaises une partie de notre territoire pour dire que c'est une zone d'insécurité, il faut faire attention. Mais on dit il n'y a pas eu plus d'insécurité que Paris parce que Paris a été frappé en plein cœur. Il y a eu plus de morts à Paris qu'à Ouagadougou. Ce n'est pas une bonne nouvelle forcément, mais nous avons également de la pensée pieuse pour les victimes françaises, ceux qui ont été touchés à Paris, comme ils nous ont soutenus. Ce sont toutes les nations qui sont en peine quand il y a des attaques terroristes parce qu'on ne choisit pas quelqu'un pour tuer, il tue au hasard et je trouve que c'est assez déplorable. Mais revenons maintenant sur la question posée par Alida Tapsoba. Les mandats d'arrêt, est-ce qu'on va en parler? Ce n'est pas du tout évident parce qu'entre la France et le Burkina, il y a tellement de nuages qu'il faut désamorcer qu'on ne va pas non plus nous perdre dans des discours ivoiriennes. C'est vrai. La France a été citée, mais la France attend toujours qu'on leur rapporte les preuves. Parce que vous savez que Guillaume Soro a des problèmes même avec la justice française. Quand il était de passage à Paris, il y avait un mandat d'amener qui avait été lancé contre lui. Ça avait créé une véritable polémique, mais finalement, les autorités françaises ont vite agi pour qu'on retire ce mandat parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, Guillaume Soro demeure et restera jusqu'à la fin de son mandat la deuxième personnalité politique en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que nous on gagne
avec la visite avec cette d'Emmanuel Valls. visite-là? Ben, la première des choses que l'on gagne, c'est le renforcement des relations de coopération entre la France et le Burkina Faso. Ensuite, vous avez la signature d'un accord qui va sans doute coûter plusieurs milliards de francs CFA avec l'Agence française de développement. N'oublions pas que l'AFD, pendant longtemps, a travaillé à faire en sorte qu'on puisse avoir ce qu'on pourrait qualifier donc des projets sociaux pour les quartiers périphériques de Ouagadougou. C'était un coût d'environ 10 milliards de francs CFA. C'est énorme. On espère qu'il y aura beaucoup de milliards donc, qui vont couler encore une fois de plus. Ensuite, c'est le fait que la France va davantage réaffirmer son soutien aux populations burkinabées et aux autorités burkinabées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, parce que le terrorisme ne pourrait être géré par un seul État. Donc, si on a le soutien des populations françaises, du peuple français à travers la formation de nos forces de défense et de sécurité, ben c'est une bonne chose à prendre aussi. Monsieur Ouedraogo, la dernière question. Une Afrique sans la France, est-ce possible un jour? Ben, l'Afrique vit sans la France. Vous savez que l'Afrique est un continent qui est assez riche. Malheureusement, nous avons nos richesses qui sont bradées. Je pense que la véritable porte de sortie pour les peuples africains, notamment pays francophones, c'est arriver à aller au-delà du franc CFA. Le franc qu'on appelle les colonies françaises d'Afrique. Voilà. Donc ça veut dire que le franc CFA est un problème. Maintenant, on sait que c'est un sujet éminemment politique. On va rester dans le franc CFA jusqu'à ce qu'on trouve le juste milieu. Mais je pense que les peuples africains peuvent se développer sans la France, comme la France arrive à se développer sans nos peuples. De toute façon, la liberté, c'est par le peuple. Et la France peut dire ce qu'elle veut, mais si le peuple burkinabé décide de son sort, ben la France ne va pas non plus quitter la France pour venir dicter sa loi au Burkina Faso. Merci, monsieur Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Merci, Alida. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.